Bienvenue à tous pour ce webinaire, premier webinaire animé par RHTPE pour la ville de Bordeaux, par la Maison de l'Emploi aussi. Donc, ce webinaire portera donc sur le contrat de travail et la première embauche, les erreurs à ne pas faire. Et du coup, sera animé donc par Anne-Laure Gobin, maître Anne-Laure Gobin. Enchantée. Bonjour. Voilà. Juste pour un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, pour les nouveaux, RHTPE, c'est donc un dispositif d'accompagnement de proximité gratuit en ressources humaines proposé donc aux très petites entreprises de moins de 10 salariés. La logique du dispositif en fait est d'intervenir donc en complément des acteurs du territoire et de pouvoir favoriser la mise en relation du coup avec ces acteurs. Les thèmes abordés avec RHTPE, ce sont avant tout le recrutement, tout ce qui est management, la formation professionnelle, les entretiens obligatoires, l'alternance. Donc, on va aborder tous ces thèmes-là lors d'un diagnostic auprès des entreprises qui le souhaitent. Donc, c'est avant tout pour les entreprises de moins de 10 salariés de la ville de Bordeaux exclusivement. Et dans quel objectif? Pour professionnaliser les dirigeants des très petites entreprises sur la question des ressources humaines. Donc, on aborde tous les thèmes. Et s'il y a besoin d'un premier niveau d'information, nous l'apportons. Et pour ceux qui souhaitent un diagnostic plus approfondi, on redirige du coup vers les acteurs du territoire. Donc, c'est la logique même de ce dispositif. Donc, certains participants ont déjà eu la possibilité d'avoir eu ce diagnostic. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir encore des questions après, il n'y a pas de souci. Je réponds occasionnellement à des questions sur le thème RH. Et notamment après, pour des questions plus poussées, eh bien, nous avons les acteurs du territoire comme le barreau de Bordeaux qui du coup propose des consultations, qui fait des permanences gratuites de 30 minutes. Il y en a une à Ravesy et une à Lormont à la Maison de la Justice. Que d'ailleurs Maître Gobin aussi fait des permanences. Voilà. Donc du coup, je vais lui laisser la parole pour du coup aborder ce premier webinaire qui du coup portera sur le contrat de travail et la première embauche. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, oui, bonjour à tous. Je suis contente d'intervenir auprès de vous. Donc Anne-Laure Gobin, avocat au barreau de Bordeaux. Donc effectivement, l'Ordre des avocats et particulièrement l'Institut de droit social intervient sur la métropole pour dispenser différents ateliers sur différentes thématiques et répondre aussi à vos questions dans le cadre de permanence, comme vous l'avez dit, à la Maison de la Justice et du Droit. Donc plusieurs thématiques sont abordées chaque semaine et la semaine prochaine, par exemple, c'est sur la discrimination et l'emploi. Donc aujourd'hui, on va aborder le contrat de travail et la première embauche. Effectivement, c'est un élément important pour débuter la relation de travail, puisque le contrat de travail, ça constitue le pivot de la relation de travail entre le salarié et l'employeur. Ça fixe les obligations pour les deux parties et une fois signé, il ne peut plus être modifié sans l'accord bilatéral. Il convient donc d'apporter effectivement une importance particulière à la rédaction de ce contrat et c'est ce qu'on va voir. Et je vais aborder les mentions à ne pas oublier, même si effectivement ce sera quand même un balayage assez rapide. Et dans ce cadre-là, on conseille toujours quand même l'accompagnement d'un professionnel qui demeure essentiel pour éviter surtout tout futur litige avec le salarié. C'est bien là le principal. Donc, dans le cadre de cette introduction, on va voir effectivement qu'il y a une rédaction propre à chaque type de contrat de travail, puisque vous ne rédigerez pas de la même façon un contrat de travail à durée déterminée qu'un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à temps partiel, etc. C'est en fonction de la nature de la relation de travail que des mentions sont obligatoirement à faire apparaître et les clauses vont varier. Qui est responsable de la rédaction du contrat de travail? Eh bien, c'est vous, l'employeur. C'est à l'employeur de rédiger ce contrat. Alors, si vous êtes une société par opposition à une personne physique,
Dans ce cadre-là, effectivement, le contrat doit être rédigé par la personne qui a le pouvoir d'engager, c'est-à-dire soit un directeur des ressources humaines, soit le gérant. Si vous déléguez effectivement ce pouvoir, cette mission, il faut bien s'assurer d'attacher une délégation de pouvoir au responsable. Alors, la rédaction écrite d'un contrat de travail est-elle obligatoire? Elle est obligatoire pour certains contrats. Par exemple, le CDD, le temps partiel, l'intérim, l'apprentissage, le contrat de professionnalisation, le contrat unique d'insertion, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée d'ailleurs. En fait, seul le CDI, à temps complet, peut faire l'objet d'un accord verbal ou tacite. Mais bon, voilà, il est encore une fois fortement recommandé de préférer un écrit pour éviter tout litige sur la question. Et si vous ne faites pas un contrat de travail écrit pour un CDD ou un CDI à temps partiel, par exemple, il est présumé comme un CDI à temps plein. Et vous risquez alors, si vous n'aviez pas voulu donner cette qualification, le versement d'une indemnité. Dans tous les cas, même si effectivement c'est un CDI à temps plein et que vous décidez de ne pas faire de contrat de travail, vous allez devoir remettre la déclaration préalable à l'embauche à votre salarié. Et c'est ma première partie. Il me semblait quand même essentiel effectivement de voir les obligations de l'employeur avant l'embauche. Donc, avant l'embauche, comme je viens de vous dire, effectivement, il y a la déclaration préalable à l'embauche. La déclaration préalable à l'embauche, par contre, elle concerne tous les salariés, que ce soit CDI, CDD, CDI, contrat aidé, salarié français, salarié étranger. Un salarié travaillant pour plusieurs employeurs doit faire l'objet d'une déclaration pour chaque employeur. Et en cas d'embauche d'un même salarié par contrat successif, vous devez à chaque fois procéder à une nouvelle déclaration, sauf si les contrats se sont exécutés sans interruption chez le même employeur. C'est juste pour le stagiaire, puisque le stagiaire n'a pas la qualité de salarié, vous n'avez pas à faire de déclaration d'embauche. Cette déclaration, donc, elle est effectuée pour les salariés relevant du régime général auprès de l'URSSAF, dont dépend l'établissement où travaille le salarié, pour les salariés agricoles à la caisse MSA. Et en cas d'établissement multiple, la déclaration est faite à l'organisme dans le ressort duquel est réalisée l'embauche. Elle est faite, c'est le plus courant maintenant, par voie électronique sur le site Net Entreprise et ces éléments sont ensuite communiqués par l'URSSAF aux différents organismes, typiquement Pôle emploi, l'inspection du travail, etc. Quand vous devez la faire, eh bien, elle doit être faite au plus tôt 8 jours avant la date prévisible de l'embauche et au plus tard juste avant l'entrée en fonction du salarié. Et là-dessus, il faut faire très attention. Effectivement, il ne s'agit pas de reporter cette déclaration préalable à l'embauche. Sur le contrat de travail, on va voir, il y a quand même plus de souplesse, alors que sur la DPAE, effectivement, c'est 8 jours avant et au plus tard le jour de l'embauche. Attention, puisque il y a quand même un certain nombre de contrôles. Je ne sais pas si certains d'entre vous réalisent des événements. Typiquement, par exemple, je pense aux épicuriales, puisque ça a été le dernier gros contrôle qu'il y avait eu avant les différents confinements. Mais voilà, sur tous les événements de toute façon qui existent, il peut y avoir des contrôles de l'inspection du travail qui vérifient, les inspecteurs vérifient si la DPAE a bien été régularisée et si vous ne l'avez pas régularisée, vous êtes sanctionné et les sanctions sont quand même assez importantes puisque vous êtes sanctionné au titre du travail dissimulé et vous encourez une sanction donc administrative qui peut être égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti, ainsi que des sanctions pénales, sans compter effectivement votre responsabilité qui peut être engagée à l'égard de votre salarié et celui-ci peut solliciter des dommages et intérêts. Voilà, donc c'était quand même effectivement l'information importante. Donc 8 jours avant la date prévisible de l'embauche et au plus tard avant l'entrée en fonction, vous pouvez le faire donc soit par voie électronique, soit aussi par formulaire papier, si vous préférez. Mais là, voilà, c'est le cachet de la poste qui fait foi.
et vous devez conserver le récépissé d'envoi. L'URSSAF doit accuser réception du formulaire qui lui est parvenu dans un délai de 5 jours ouvrables. Et si vous observez une erreur dans les informations portées sur l'accusé de réception, vous avez 2 jours ouvrables pour en demander la rectification. Voilà, donc effectivement, c'est un timing très serré. Qu'est-ce que vous notez dans cette déclaration préalable à l'embauche? Vous notez les informations relatives à l'employeur, dénomination sociale, nom, prénom de l'employeur, code APE, SIRET, etc. Les informations portant sur le salarié, nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale, et les informations relatives à l'embauche et au contrat, date et heure d'embauche, nature et durée du contrat, période d'essai éventuelle, et voilà, pour les CDD et les CDI de 6 mois au plus. Quelle est la finalité de ce DPE? Effectivement, ça sert quand même à formaliser l'immatriculation auprès du régime général de la sécurité sociale, immatriculer le salarié à la CPAM, affilier au régime général d'assurance, au service santé au travail et demander la visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'aptitude à l'embauche auprès de la médecine du travail. Donc, c'est quand même des éléments très importants à ne pas omettre. Ça, c'était le premier point. Il y a des démarches supplémentaires en cas de première embauche, puisque l'employeur qui embauche pour la première fois, et a priori c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous, un salarié, ou qui a cessé d'employer du personnel pendant au moins 6 mois, doit, en plus de la DPAE, faire une déclaration préalable à l'inspection du travail par lettre recommandée avec AR. Il en est de même, par exemple, lorsque l'établissement employant du personnel change d'exploitant ou est transféré dans un autre emplacement, ou s'il a fait l'objet d'extensions, de modifications dans ses activités industrielles et commerciales. Il doit effectivement réaliser cette déclaration préalable auprès de l'inspection du travail en complément. Il y a des informations qui sont transmises aux salariés au moment de l'embauche, puisque vous devez donc lui remettre soit une copie de la DPE, soit une copie de l'accusé de réception délivrée par l'URSSAF, sauf si, effectivement, vous réalisez un contrat de travail écrit que vous remettez au salarié avec la mention, donc cette déclaration a été réalisée. Ça, c'était les premiers points, effectivement, sur les formalités préalables. Je tenais quand même effectivement à faire une petite aparté puisque c'est le sujet aujourd'hui, actuellement d'actualité, sur l'obligation de vérifier le pass sanitaire. Alors je ne sais pas si certaines entreprises sont concernées parmi vous, mais voilà, j'ai vu que quand même on était sur le secteur tertiaire, donc a priori quand même ça pourrait vous concerner. Donc le pass sanitaire, voilà, je pense que vous en avez suffisamment entendu parler, mais donc ça consiste dans la présentation numérique via l'application Tous Anti-Covid ou format papier d'une preuve sanitaire parmi soit la vaccination. Si on dispose d'un schéma vaccinal complet, d'un résultat négatif d'un test virologique datant de moins de 72 heures, d'un résultat d'un test PCR ou antigénique positif datant d'au moins un jour et de moins de 6 mois, ou un document attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination qui pourrait être présenté à la place de ces documents. Donc ça peut effectivement vous concerner si vous travaillez dans des lieux de loisirs, des établissements sportifs, d'aquabike, des établissements de plein air, des salles de concert, etc., des lieux de convivialité. Je ne sais pas si effectivement il y a des bars, cafés et restaurants présents, les transports publics, et puis aussi si vous avez effectivement des magasins dans des grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 mètres carrés. Suivant la liste définie par le préfet du département, mais enfin à Bordeaux en tout cas on y est soumis. Donc voilà, il y a l'obligation de présenter un pass sanitaire pour les professionnels intervenant dans ces lieux depuis le 30 août 2021, et pour les salariés de moins de 18 ans, ce sera à compter du 30 septembre, donc dans 9 jours. Tous les salariés effectivement prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans ces établissements où il est demandé aux usagers donc l'obligation de présentation du pass sanitaire sont concernés, sauf si effectivement vos salariés
prestataires, etc., n'interviennent pas dans des lieux accessibles au public, hein, typiquement les bureaux, ou s'ils interviennent, par exemple les livreurs, en dehors des horaires d'ouverture au public, ils peuvent en être dispensés sous certaines conditions. C'est même le cas des salariés intérimaires, si vous employez des salariés intérimaires, puisque l'entreprise donc utilisatrice qui l'accueille est responsable des conditions d'exécution du travail, ce qui inclut donc la santé et la sécurité au travail, et donc il lui revient d'appliquer aux salariés temporaires les modalités de contrôle du pass sanitaire, de la même façon que ça s'applique pour les salariés permanents. Donc, ils doivent, ces salariés-là, présenter les justificatifs requis au moment de leur entrée en fonction. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un préalable à l'embauche, puisque vous devez informer le candidat au poste de l'obligation de présenter ses justificatifs, hein, et rappeler les conséquences qui peuvent être tirées sur la poursuite de la relation contractuelle pour tout salarié donc, qui signe un contrat de travail, en sachant que ce salarié-là ne sera pas en mesure de remplir l'obligation au jour de la prise de poste. Puisque en cas de refus, donc soit au moment de l'embauche, soit, bon là, je m'étends un petit peu, mais soit au moment de l'embauche, soit plus tard, hein, puisque vous pouvez être confronté à un salarié que vous avez déjà recruté et qui refuse effectivement de présenter les justificatifs nécessaires au pass sanitaire. Eh bien, dans ce cas-là, le salarié ne peut plus exécuter son activité et son contrat de travail est suspendu. Le salarié n'est pas rémunéré. Cette période de suspension n'est pas du tout assimilable à une période de travail effectif, donc il ne génère pas tout un tas de droits, notamment liés aux congés payés. Donc, vous vous retrouvez quand même dans une situation de blocage. Et à l'issue du 3e jour de suspension, vous devez normalement organiser un entretien avec ce salarié. Hein, et ça, c'est important de le souligner puisqu'on s'est beaucoup concentré sur la suspension du contrat de travail, mais il y a aussi cet entretien à mettre en place, hein, au cours duquel vous examinerez avec les salariés les moyens de régulariser cette situation. Vous pouvez vous accorder dans le cadre de cet entretien avec le salarié pour qu'il pose un certain nombre de congés payés ou des jours de RTT. Mais encore une fois, cette solution, effectivement, elle n'est qu'éphémère, puisque vous vous retrouvez donc avec un salarié absent et un contrat de travail suspendu. Alors, dans le cadre des questions-réponses, puisque effectivement, hein, on n'a pas beaucoup d'éléments sur le sujet, dans le cadre des questions-réponses mises en place par le gouvernement, alors ça n'a pas une valeur juridique, hein, ça n'a même pas la valeur d'une circulaire, donc si vous voulez, au niveau de la valeur juridique, ça a une portée quand même très limitée, mais ça nous donne des indications, nous les professionnels de droit, pour pouvoir vous orienter. A priori, on inciterait donc les employeurs à procéder dans la mesure du possible à un remplacement, et les juges, s'il y avait des contentieux, seraient quand même prendraient attention sur les éventuels reclassements qui ont pu être proposés aux salariés sur un poste typiquement de bureau où le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Voilà. La problématique, c'est que, encore une fois, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisque ce reclassement implique souvent une modification de contrat de travail, et donc ça veut dire que le salarié reste libre de refuser. Que faire? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de choses malheureusement à vous dire, puisque voilà, vous pourrez difficilement licencier votre salarié qui refuse de répondre à ces exigences de passe sanitaire. Si cela persiste, la cause de licenciement la plus plausible, c'est la désorganisation de l'entreprise en raison des absences répétées du salarié, mais voilà, ça nécessite des conditions assez strictes, et je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet puisque effectivement ce n'est pas le sujet de l'atelier aujourd'hui, mais je voulais faire quand même cet aparté puisqu'aujourd'hui l'obligation de vérifier le pass sanitaire dans certaines entreprises est une obligation préalable à l'embauche. Sur les obligations de l'employeur après l'embauche. Effectivement, vous avez passé toute cette phase de recrutement. On verra après, voilà, vous avez le contrat de travail, je l'ai mis en 3e partie puisqu'on va y passer un peu plus de temps. Le salarié intègre les effectifs de l'entreprise. Que devez-vous faire? Vous devez en premier lieu l'inscrire sur le registre unique du personnel.
La tenue d'un registre unique du personnel est obligatoire dans toutes les entreprises où des salariés sont employés, quels qu'en soient les effectifs. Vous devez donc inscrire les salariés embauchés, et lorsqu'une période d'essai est prévue, l'embauche s'entend du début de la période d'essai, à partir du moment où le salarié met le pied dans votre entreprise. Donc, vous devez inscrire les noms et prénoms de tous les salariés dans l'ordre des embauches, la nationalité, la date de naissance, le sexe, l'emploi, la qualification, la date d'entrée et ensuite de sortie de l'établissement. Vous devrez aussi affilier votre salarié à la caisse de retraite complémentaire. Vous devrez aussi faire une visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail. Donc aujourd'hui, voilà, c'est qu'une visite d'information et de prévention. Ça remplace la visite médicale d'embauche qui était auparavant obligatoire. Elle doit avoir lieu dans les 3 mois de la prise effective du poste, et sauf risque particulier, mais je ne pense pas forcément que vous soyez concerné, sur des postes à caractère très dangereux où la sécurité du salarié peut être mise en balance. Dans ce cadre-là, vous avez quand même un examen médical d'aptitude, comme c'était le cas autrefois, qui est mis en place. Et vous devez ensuite transmettre le contrat aux salariés. Donc, on va voir effectivement cette partie-là. La transmission du contrat, donc c'est plus souple, comme je vous l'ai dit, que la DPE, sauf pour le CDD, où dans ce cadre-là, vous devez transmettre, et ça aussi, il faut être très vigilant, vous devez transmettre le contrat de travail à durée déterminée aux salariés dans un délai de 2 jours ouvrables suivant l'embauche, 48 heures. Donc, ça passe quand même relativement vite. Parfois, le temps de récolter certaines informations, effectivement, on n'a pas pu se mettre en relation avec le salarié en amont. Voilà, quand effectivement, soit vous le faites, soit vous mandatez un professionnel. Voilà, il faut quand même avoir bien ça en tête. Vous avez 48 heures pour remettre le contrat de travail à durée déterminée à partir du moment où le salarié a embauché. Donc, ce qui nous amène effectivement sur la troisième partie, sur la formalisation de l'embauche, le contrat de travail, c'est ce qui nous intéresse quand même principalement aujourd'hui. J'ai souhaité quand même parler, puisque voilà, d'expérience, je sais que voilà, aujourd'hui c'est parfois un peu difficile de recruter certaines personnes pour faire beaucoup de conseils auprès d'entreprises. J'ai cru comprendre que le recrutement était parfois dans certains secteurs assez difficile. Donc, parfois, on souhaite effectivement passer par une proposition d'embauche. Sauf que sur la proposition d'embauche, alors il faut distinguer deux formules, soit l'offre de contrat de travail, c'est la promesse unilatérale du contrat de travail. Et je souhaitais en parler puisqu'effectivement, parfois, on passe par cette promesse d'embauche, puisqu'on se dit, bon, ben voilà, c'est un moyen de sécuriser la relation avec le salarié, de le faire venir. Parfois, s'il quitte un emploi, effectivement, ça peut être sécurisant pour lui, mais il faut faire très attention dans la formule qu'on emploie, puisque ça peut être aussi très piégeant pour l'entreprise qui se trouve d'ores et déjà engagée avant même la formalisation du contrat de travail et l'embauche effective du salarié. Pourquoi alors? Donc, il y a l'offre de contrat de travail, en premier lieu, qui est le moins engageant, puisque c'est un acte par lequel un employeur propose un engagement à un candidat et exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation. Ça constitue une offre de contrat de travail. Cet engagement, ça doit préciser donc l'emploi, la date d'entrée en fonction envisagée, la rémunération et le lieu de travail. Mais cette offre de contrat de travail, effectivement, elle peut être rétractée. Donc, c'est bien la différence avec la promesse unilatérale du contrat de travail, où là, c'est un acte par lequel l'employeur promet un engagement à un candidat. Et dans ce cadre-là, c'est un peu plus précis sur l'intitulé de poste, le temps de travail. Voilà, la période d'essai également doit être notée. Et c'est établi là par écrit en 2 exemplaires pour chaque partie.
Et le candidat peut librement refuser la promesse unilatérale de contrat de travail avant l'expiration d'un délai fixé, hein. Donc la différence réside vraiment effectivement là-dedans, dans l'approbation du bénéficiaire, hein, qui conditionne sa validité. Et la promesse unilatérale, à la différence de l'offre de contrat de travail, ne peut pas être rétractée, hein, elle a la valeur de contrat de travail. Donc le non-respect d'une promesse unilatérale de contrat de travail, c'est assimilé à un licenciement injustifié. Alors même que le salarié n'a pas commencé à exécuter sa prestation de travail, si vous venez à vous délier de cette promesse unilatérale, dans ce cadre-là, ça peut être assimilé à un licenciement injustifié, donc sans cause réelle et sérieuse, avec la condamnation de versement à un certain nombre de dommages et intérêts. Donc il faut vraiment faire attention à ce préalable qui effectivement peut être sécurisant pour le salarié, mais piégeant pour vous, suivant la formulation que vous adoptez. Donc ensuite, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur les clauses du contrat de travail. Alors le contrat de travail, effectivement, il existe dès l'instant où une personne, le salarié, s'engage à travailler, c'est la prestation de travail, moyennant une rémunération convenue pour le compte et sous la direction d'une autre personne, c'est l'employeur, et c'est le lien de subordination. Si ces éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis, il y a bien contrat de travail, même si les parties ont qualifié le contrat d'une autre façon. Donc là, je vais juste faire effectivement une aparté là-dessus, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il faut faire très attention à l'embauche d'auto-entrepreneurs, de sous-traitants, d'indépendants, etc. Puisque s'ils exercent dans des conditions d'un contrat de travail, donc c'est-à-dire effectivement avec ces trois qualificatifs, hein, une prestation de travail à contre-rémunération, mais surtout, et c'est là le piège, avec un lien de subordination, dans ce cadre-là, ils peuvent redemander donc, la requalification de leur contrat et même leur SAF, effectivement, peut solliciter des cotisations si elle considère qu'il s'agit en réalité d'une relation salariée. Donc, lorsqu'on envisage une embauche, il convient de choisir en premier lieu le contrat le plus adapté, en gardant quand même à l'esprit l'élément fondamental que le principe, c'est le CDD, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de date de fin, le contrat à durée indéterminée, et l'exception, c'est le contrat à durée indéterminée, conclu donc pour un temps limité. Si le contrat n'est pas écrit, je vous l'ai dit, c'est un CDI à temps complet. Et si l'on veut conclure un CDD, c'est un écrit obligatoire avec des mentions spécifiques énumérées par le Code du travail qui doivent nécessairement y figurer, notamment sur le motif du recours et la nature du terme du contrat précis ou imprécis. Donc, sur les clauses essentielles, pour tout type de contrat, vous devez présenter les parties, l'employeur, le nom de la société, la forme sociale, le numéro de SIRET, l'adresse, le salarié, son nom, sa date de naissance, vérification du titre de séjour, hein, s'il y en a un, l'adresse du salarié, le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. Ensuite, vous devez noter la date d'effet du contrat, c'est-à-dire le premier jour où le salarié est embauché. La période d'essai, on y reviendra. Et lieu de travail, la convention collective applicable, s'il y en a une, l'intitulé de la fonction, la mission assignée au salarié, la qualification conventionnelle. S'il s'agit évidemment d'un CDI ou d'un CDD, si c'est un CDD, la mention du motif du recours, les clauses de renouvellement, la durée du travail, la rémunération à vérifier avec le minimum conventionnel applicable, les avantages sociaux, prévoyance, mutuelle, organisme de retraite, les mentions RGPD, le droit au congé payé et le préavis en cas de rupture. Donc c'est une liste, hein, c'est vrai que ça fait assez liste, mais voilà, c'est des éléments effectivement essentiels que vous pourrez donc recopier. Voilà, je pourrais aussi vous donner mon support, mais voilà, toutes ces mentions sont à lister dans le contrat de travail. C'est des mentions qui ont été validées par la Cour de justice européenne comme étant essentielles.
il y a ces clauses essentielles, mais il peut y avoir aussi des clauses supplétives que vous avez envie de mentionner, puisque quitte à faire un contrat de travail, autant un maximum aussi se protéger, c'est quand même aussi l'intérêt, c'est ce que je dis à mes clients, le contrat de travail, c'est pas que pour le salarié, c'est surtout, j'ai envie de dire, pour vous, pour avoir effectivement des mentions, donner des mentions obligatoires dans le cadre de la relation contractuelle, des obligations donc oui à vos salariés et typiquement ça peut être une obligation de discrétion de confidentialité. Dans le secteur du tertiaire, c'est quand même effectivement des éléments qui sont importants. L'interdiction de transmettre des informations internes à l'entreprise à des tiers, l'image de l'entreprise en termes de politesse, courtoisie. C'est quand même effectivement important de le répercuter dans le cadre du contrat de travail. Même si on pourrait dire qu'il y a une obligation de loyauté, on dit qu'il y a une obligation de loyauté qui est inhérente au contrat de travail, je pense que c'est essentiel de répercuter ces éléments pour bien rappeler aux salariés qu'il est tenu donc un devoir d'image de l'entreprise, de politesse, de courtoisie, de l'absence de nuisance à la réputation de l'entreprise. Je pense qu'effectivement, quand on débute une relation de travail, c'est important de rappeler ses obligations. Et si jamais le salarié manquait à ses obligations, vous auriez plus de facilité aussi pour vous prévaloir de ces manquements dans le cadre soit d'un avertissement, soit pire dans le cadre d'un licenciement. Mais effectivement, à partir du moment où c'est inscrit dans le contrat, on a plus de facilité à reprocher ce manquement au salarié. Une obligation qui est encore plus importante, c'est par exemple l'obligation d'exclusivité. Cette obligation, elle est possible que quand c'est un CDI à temps complet, puisque la clause d'exclusivité permet à l'employeur de se réserver donc l'exclusivité, comme son nom l'indique, professionnelle d'un salarié, qui a l'obligation de refuser ou de mettre fin à toute pluralité d'activités professionnelles. Alors, cette clause, elle doit quand même être rédigée avec prudence, respecter certaines conditions de validité, puisqu'elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Voilà. Vu qu'effectivement, c'est quand même une atteinte à la liberté de travail et qu'il n'y a pas de contrepartie, à la différence de la clause de non-concurrence, sur l'obligation d'exclusivité, il faut particulièrement bien la motiver sur la protection donc, des intérêts légitimes, la nature de la tâche à accomplir et la proportion au but recherché. Vous avez aussi la clause de non-concurrence qui est possible et qui vise à limiter la liberté d'un salarié d'exercer après la rupture. Sur la clause d'exclusivité, on est bien pendant l'exécution du contrat de travail sans contrepartie, alors que la clause de non-concurrence, elle intervient après la rupture du contrat. Donc, effectivement, ça empêche le salarié d'exercer des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Là, on a des conditions encore plus limitatives et qui ont été précisées par la jurisprudence. La clause déjà d'une part doit être écrite dans le contrat de travail. Elle est applicable uniquement si elle veille, encore une fois, à protéger les intérêts de l'entreprise, puisqu'elle ne doit pas empêcher le salarié de trouver un employeur et d'être limité donc, dans son travail. Et donc, elle doit s'apprécier dans le temps. Sa durée ne doit pas être excessive dans l'espace, sur une zone géographique délimitée, et à une activité spécifiquement visée. Voilà, la coiffure, par exemple. Enfin, voilà, il faut délimiter l'activité. Dans ce cadre-là, il y a une contrepartie financière qui est prévue, qui est versée par l'employeur à la fin du contrat de travail. Voilà, c'est une indemnité compensatrice. Bon, la clause de non-concurrence, il faut faire quand même beaucoup plus attention que la clause d'exclusivité. Pour le coup, elle doit être vraiment, vraiment bien motivée. Et puis, le piège aussi, on a un certain nombre de contentieux malheureusement là-dessus, c'est que parfois, quand on a une rupture du contrat de travail, dans la précipitation ou pas d'ailleurs, mais on oublie qu'on avait inscrit une clause de non-concurrence dans le contrat et malheureusement,
on a oublié de la lever, hein, donc c'est-à-dire qu'on a oublié de dire au salarié, vous n'êtes plus soumis à ces clauses de non-concurrence, et puis le salarié, il vient faire toc-toc, il dit, bah, écoutez, ici, vous ne me l'avez pas levé, donc vous devez cette indemnité compensatrice. Et dans ce cadre-là, malheureusement, c'est un peu mathématique. Si on ne l'a pas levé, on est condamné. Donc, bon, voilà, la différence quand même, effectivement, dans ces deux clauses, la clause d'exclusivité, même si, encore une fois, il ne faut pas l'appliquer à n'importe quel poste de travail, sur un poste de responsable, typiquement, ça se justifie pleinement. Il n'y a pas de contrepartie et le salarié est obligé de vous solliciter s'il souhaite voilà, soit monter une activité annexe, soit travailler le soir et le week-end pour d'autres entreprises. La clause de non-concurrence, effectivement, il faut faire très attention et vraiment la limiter à certains postes, notamment de commerciaux. Hein, c'est souvent pour des profils comme ça. Je voulais faire un petit focus sur la période d'essai, puisqu'encore une fois, la période aussi, malheureusement, la période d'essai, c'est un peu aussi parfois le piège, voilà, puisque ça nécessite des mentions particulières. C'est aussi le piège, mais c'est aussi pour vous un moyen de tester le salarié en début de la relation de travail. Donc, ça peut être un outil intéressant, puisque ça désigne donc le laps de temps durant lequel, une fois le contrat conclu, l'employeur donc va juger en situation les attitudes du salarié, sa capacité à occuper le poste de travail pour lequel il a été recruté, puisqu'effectivement on a face à nous un candidat, mais on ne sait pas réellement comment il va pouvoir exercer ses fonctions. Donc ce laps de temps est quand même intéressant, puisque les deux parties peuvent rompre librement le contrat de travail selon un délai de prévenance, bien entendu, qui doit être respecté. Donc, pour être applicable, la période d'essai, elle doit être expressément prévue par le contrat de travail. Elle ne se présume pas. Si vous faites un CDI tacite par voie orale, il n'y a pas de période d'essai. Il faut vraiment un contrat de travail écrit et il faut que cette période d'essai soit inscrite. Elle doit par ailleurs respecter les durées maximales fixées par le Code du travail ou les conventions collectives, je vous les donnerai, et elle ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement, sauf si des dispositions conventionnelles de branche étendues le prévoient et si le contrat de travail le mentionne. Donc, faute d'une clause contractuelle expresse ou si la période d'essai convenue sort du cadre tracé par la loi ou la convention collective et l'accord de branche, le contrat de travail est considéré comme étant définitif dès l'embauche. Et s'il y a rupture en pensant que nous sommes dans le cadre d'une période d'essai, ce sera, encore une fois, analysé comme un licenciement abusif. Donc, je vous le disais, effectivement, ça vous permet d'analyser les compétences du salarié dans le cadre de son travail, par rapport à son expérience, d'apprécier les fonctions qu'il occupe. Donc, effectivement, dans la mesure où ça c'est objectif, un essai est inopposable à un salarié dont on a déjà été en mesure de mesurer et de tester ses capacités. C'est le cas lorsque vous avez déjà recruté ce salarié dans le passé sur des postes identiques, quelle que soit la nature des contrats antérieurs. De la même façon, un repreneur sur un salarié transféré par les dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail, il n'y a pas de période d'essai. De la même façon, si vous faites suite à un contrat d'apprentissage, un CDD, il n'y a aucune période d'essai, sauf disposition conventionnelle contraire, mais sinon, autrement, effectivement, il n'y a pas de période d'essai qui peut être conclue après un contrat d'apprentissage ou un CDD. Si vous concluez, effectivement, vous poursuivez en CDI. Alors, la durée de la période d'essai, pour le CDD, la durée de la période d'essai, c'est défini par la loi, c'est 1 jour ouvré par semaine pour un contrat d'une durée déterminée de moins de 6 mois, dans la limite de 2 semaines, 1 mois pour un contrat conclu pour 6 mois ou plus. Pour le CDI, la période d'essai varie suivant les catégories professionnelles. Selon la loi, on est sur 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, 4 mois pour les cadres. Alors, il y a des durées plus longues résultant d'accords de branche, puisqu'il y a eu un changement avec la loi du 26 juin 2008. Donc, les durées plus longues résultant d'accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 sont toujours applicables, et les durées plus courtes fixées par des accords de branche conclus avant le 26 juin ne sont plus applicables
de sorte que si les conventions collectives prévoient une durée plus courte que celle fixée par le Code du travail, qu'elle n'a pas été révisée, ce sont les durées de période d'essai prévues par la loi qui s'appliquent, même si j'ai une jurisprudence toute fraîche de ce matin que j'ai lue juste avant, effectivement, à 8 heures, où a priori la Cour de cassation là, vient de nous indiquer que c'est le caractère raisonnable qui s'applique. Donc finalement, ce que je dis n'est même plus forcément applicable puisque désormais on s'attache au caractère raisonnable suivant les accords qui sont prévus. Donc par rapport à la durée de la période d'essai, pour être le plus clair possible, hein, sans trop effectivement vous mélanger, en fait, il faut que vous regardiez par rapport à votre convention collective, qu'est-ce que votre convention collective prévoit, quelle est la durée qu'elle prévoit, sinon autrement il faut s'en remettre à la loi, comme je vous l'ai exposé. Donc effectivement, la limite de 2 semaines pour un CDD de moins de 6 mois, 1 mois pour un CDD de plus de 6 mois, et suivant la catégorie professionnelle sinon, et à défaut, effectivement, la convention collective, si elle prévoit une durée raisonnable. Voilà. Donc bon, je vous conseille quand même effectivement de faire appel à un avocat dans ces cas-là, puisque c'est toujours un peu compliqué quand on embauche, de s'y retrouver avec les accords de branche et les conventions collectives. C'est pas forcément toujours évident, avec de la jurisprudence en plus qui change assez régulièrement, puisque effectivement, si vous notez une période d'essai de 6 mois, hein, je dirais par exemple, alors qu'en réalité la période d'essai devait être que de 3 mois, mais le problème c'est que entre les 3 et les 6, si vous rompez la période d'essai, votre salarié pourra revenir vers vous en disant bah, écoutez, non, en fait on n'est plus en période d'essai puisque cette période d'essai n'était pas valable, et dans ce cadre-là, je considère que c'est un licenciement abusif. Voilà. Donc c'est vraiment effectivement un petit peu une problématique, hein, il faut faire attention. Sur le décompte de la période d'essai, le point de départ, c'est le jour où le salarié commence l'exécution de son contrat. On ne peut pas différer la période d'essai. Donc, c'est le premier jour travaillé. Ça se termine le dernier jour à minuit et c'est décompté en jour calendaire. Donc, peu importe effectivement si malheureusement le dernier jour c'est un dimanche, ça se termine un dimanche. Ça correspond à un temps de travail effectif, c'est-à-dire que, bon, par exemple, si votre salarié est en accident de travail, maladie ou en congé payé, ou il y a une fermeture de l'entreprise, dans ce cadre-là, effectivement, on peut prolonger l'essai d'une durée équivalente à la durée de l'absence. Donc ça, c'est sur la période d'essai au sens strict. Ensuite, vous pouvez renouveler cette période d'essai, mais ce renouvellement, il est possible que s'il y a un accord de branche qui le prévoit, donc il faut aller regarder dans sa convention collective et sur l'accord de branche étendu, si c'est prévu, et si on l'envisage expressément dans le contrat de travail. Voilà. C'est à vérifier au moment de l'embauche, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'accords de branche qui le prévoient, mais bon, certaines branches ne le prévoient pas. Donc, il faut regarder si c'est possible de renouveler l'essai, généralement une fois pour la même durée, dans une limite. Mais voilà, typiquement, vous pouvez effectivement avoir un renouvellement possible pour un employé 2 mois renouvelable une fois. Ce qui peut être intéressant, puisque du coup, si à la fin de la période d'essai de 2 mois, vous estimez que vous n'avez pas été en mesure de tester toutes les capacités de votre salarié, vous pouvez la renouveler ou pas. Voilà, c'est à vous effectivement de décider, mais ça vous laisse un petit temps supplémentaire. Si ça se passe mal et si finalement vous vous rendez compte que le salarié ne remplit pas ses engagements, vous pouvez donc rompre la période d'essai sans justifier d'un motif, et c'est ça là l'avantage, avec un délai de prévenance qui est réduit par rapport à un préavis classique, puisqu'il est de 24 heures si la rupture intervient dans les 8 premiers jours, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence. Voilà. Encore une fois, comparé avec les durées prévues par votre convention collective, là je vous dis que les durées prévues par la loi, si c'est le salarié, il a un délai de prévenance encore plus court, puisqu'il est de 48 heures. Sauf si il est dans l'entreprise depuis moins de 8 jours, ou dans ce cadre-là, c'est 24 heures, donc c'est très rapide. C'était le petit focus sur la période d'essai, puisqu'encore une fois, c'est une clause du contrat de travail
qui n'est pas forcément évident à manier, où il faut faire très attention. Donc, comme je vous ai dit, la période d'essai, ce qu'il faut voir, c'est en premier lieu la convention collective et l'accord de branche pour voir la durée et si renouvellement possible. S'il n'y a rien prévu par votre convention, c'est la loi. Vous en rapportez aux articles de loi. Et il faut bien faire la mention dans le contrat de travail, effectivement, de la durée, du renouvellement, des délais de prévenance en cas de rupture. Sur le CDI à temps partiel, qui est aussi un contrat qui n'est pas forcément évident et qui peut soulever de nombreuses questions, notamment sur les questions relatives à la mise en place, sur la durée de travail, la rémunération, les heures accomplies au-delà du temps prévu au contrat, ça c'est les heures complémentaires, ça peut soulever un certain nombre de questions. Donc déjà, qu'est-ce qu'un salarié à temps partiel? Un salarié est considéré à temps partiel lorsque sa durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale pour qu'un salarié à temps plein. La durée légale, c'est 35 heures hebdomadaires, 151h67 mensuelles, 1607 heures annuelles. Un accord collectif ou une convention peut prévoir un temps plein supérieur ou inférieur à la durée légale, de 34 heures par exemple hebdomadaire. Et dans ce cas-là, le salarié qui travaille moins que cette durée, il est considéré comme travaillant à temps partiel. Donc, le principe du temps partiel, c'est une durée minimale qui ne peut pas être inférieure donc à 24 heures hebdomadaires. La durée du temps de travail à temps partiel donc, ne peut pas être inférieure à 24 heures. C'est assez récent. C'est pour éviter effectivement les petits contrats. Il y a des exceptions quand même qui existent à cette durée inférieure, mais dans un cadre très limité. Donc, soit encore une fois, c'est votre convention collective qui l'autorise sur certaines catégories de postes, notamment de ménage. Ou une demande individuelle du salarié qui doit vous faire un écrit et exposer pourquoi il sollicite donc une durée inférieure à 24 heures pour cumuler d'autres activités ou pour des contraintes familiales personnelles, mais il faut le motiver. Pour les contrats inférieurs à une semaine, c'est possible effectivement aussi de conclure un contrat inférieur à 24 heures pour remplacer un salarié absent ou pour les jeunes étudiants en cours d'études. Mais il faut bien noter aussi dans le contrat de travail que cette durée est inférieure à 24 heures car la personne est en poursuite d'études sur un cursus universitaire par exemple. Voilà. Donc, le contrat de travail à temps partiel, ça peut être conclu en CDI ou en CDD, mais c'est obligatoirement, encore une fois, un contrat écrit. Il y a des clauses qui sont obligatoires, donc c'est la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, qui est calculée au prorata de sa durée de travail, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires, puisque à la différence des heures supplémentaires, les heures complémentaires, elles peuvent être effectuées, mais dans une certaine limite. On est sur 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. Ça peut être porté à 1/3, mais encore une fois, c'est suivant la convention collective ou l'accord d'entreprise. En tout cas, les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale. Et le salarié a le droit de refuser des heures complémentaires s'il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires doivent être réalisées ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail. Vous devez aussi noter dans votre contrat la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Donc, effectivement, il faut définir. Le salarié travaille le lundi de 9h à midi. Bon, voilà. Et les cas dans lesquels une modification peut intervenir, il faut respecter un délai de prévenance. Donc, effectivement, le temps partiel peut parfois être une solution, pour recruter un salarié, puisqu'on n'a pas la possibilité d'avoir un poste vraiment complet pour un temps plein, mais c'est beaucoup plus rigide que le contrat à durée indéterminée à temps complet. C'est vraiment avec des jours limités, avec effectivement des heures complémentaires encadrées, sans possibilité de faire à la dernière minute intervenir un salarié. Voilà, c'est effectivement plus strict, on va dire.
Et il faut faire vraiment attention aux clauses qui sont contenues dans le contrat de travail. Vous devez faire, ça c'est des clauses supplétives, mais bon, c'est des clauses qui sont pour autant essentielles. Faire la mention de l'égalité d'un traitement, hein, c'est-à-dire que le salarié doit bénéficier de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, travaillant donc dans l'entreprise au prorata de son temps de présence, c'est-à-dire un traitement équivalent hein, pour un salarié de même catégorie professionnelle, même promotion, déroulement de carrière, formation professionnelle. Sur le cumul d'emploi, eh bien, effectivement, le salarié, là, vous ne pouvez pas le contraindre à une clause d'exclusivité. Il peut parallèlement exercer une autre activité professionnelle, dès lors que ce n'est pas incompatible hein, avec les obligations découlant du contrat. Et si la durée de travail n'excède pas 10 heures par jour, 48 heures par semaine, en cas de cumul. Voilà. Ensuite, vous devez noter que le salarié pourra bénéficier d'une priorité d'accès aux emplois à temps plein, correspondant à sa catégorie professionnelle. Donc, cette liste de ces emplois devra être préalablement communiquée aux salariés avant leur attribution hein, à d'autres salariés. Donc, ça, il faut faire aussi très attention. Puisque dans l'hypothèse où le salarié serait candidat, sa demande sera examinée en priorité et une réponse motivée devra lui être faite. Voilà. Donc ça, effectivement, c'était sur le CDI à temps partiel. Un autre contrat, pas forcément évident, c'est le CDD, puisque j'ai noté un outil à manier avec précaution. Bon, vous le savez, le CDD, enfin voilà, en tout cas je vous le dis, le CDD c'est possible que pour l'accomplissement d'une tâche précise et temporaire, dans des hypothèses limitativement prévues par le Code du travail. En pratique, certaines entreprises, hein, je le vois, préfèrent embaucher d'abord en CDD pour tester hein, le salarié avant de lui proposer un CDI. Cette pratique, à mon sens, peut s'avérer quand même assez dangereuse et inutile, parce que le salarié déjà peut contester le motif du recours au CDD si la tâche à accomplir n'est en réalité pas temporaire. Et le salarié en CDD doit rester en effectif et être payé jusqu'au terme du CDD. Voilà, si on se souhaite se séparer d'un salarié en CDD, c'est compliqué et on s'expose à devoir le payer plusieurs mois, souvent pour rien, jusqu'à la fin du CDD, alors que le salarié en CDI bénéficie d'une période d'essai plus longue, hein, comme je vous l'ai dit, et si toutefois la période d'essai est écoulée, on peut mettre un terme au contrat un peu plus facilement, on va dire, sans devoir nécessairement payer plusieurs mois de salaire comme en CDD. Bon. Mais je sais effectivement que c'est une pratique courante. Donc, les cas de recours au CDD par exception au CDI, donc c'est une tâche, encore une fois, précise et temporaire. Donc, il n'y a pas pour effet, pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Donc, il y a des motifs du recours de CDD définis par la loi. Donc, ça, il faut faire très attention pour éviter la requalification de CDI. Donc, je vais les énoncer. Un CDD, ça peut être conclu pour remplacer un salarié ou un chef d'entreprise temporairement absent. Le remplacement d'un salarié, donc c'est lorsque son contrat voilà, est suspendu, qu'il soit en CDI ou en CDD ou en contrat de travail temporaire. Donc ça peut être une absence pour congé payé, maladie, congé maternité, etc. Hein. Ça peut être donc une absence de l'entreprise ou de son poste de travail. Bon, ça peut être aussi un remplacement que partiel. Puisque le remplaçant peut effectuer qu'une partie des tâches du salarié absent. Ça peut être un remplacement en cascade, comme on appelle ça. Ça consiste à affecter le salarié en CDD sur un poste autre que celui du salarié absent, puisque le poste du salarié absent, lui, il est occupé provisoirement par un autre salarié de l'entreprise. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle effectivement un remplacement en cascade, c'est-à-dire qu'on recrute quelqu'un pour un autre poste pour remplacer effectivement le salarié qui remplace lui-même le salarié absent. Le salarié remplacé doit être par contre clairement identifié hein, dans le contrat de travail à durée déterminée, le contrat écrit. On doit clairement dire quel salarié, voilà, sur quel poste. On ne peut pas conclure un CDD pour remplacer tout salarié absent. Et ça peut être effectivement conclu aussi dans le cadre de départ définitif, hein, suite à la suppression de son poste de travail, dans l'attente de l'embauche définitive d'un salarié sous CDI, hein, appelé à remplacer, voilà, lorsqu'il y a un candidat
qui est pressenti pour occuper le poste de travail. Voilà. Donc, ça peut être aussi le remplacement d'un chef d'entreprise, hein, je vous l'ai dit, un chef d'entreprise artisanale, industrielle, commerciale, un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Bon, je vais peut-être un peu moins appesantir dessus, puisque voilà, c'est un peu plus spécifique. Je vais vous parler de l'accroissement temporaire d'activité, qui est quand même effectivement le motif le plus usité, hein, clairement. Hein. Là-dessus, c'est vraiment le motif qu'on utilise le plus, parce que je pense que c'est effectivement le motif quand même un peu plus facile à motiver, un petit peu moins contraignant, puisque sur le CDD pour remplacement de salarié absent, on est tenu aux dates du salarié absent. Donc voilà, ça vise effectivement exclusivement l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, l'exécution d'une tâche occasionnelle qui convient de définir, pas durable, hein, donc ça ne revient pas à l'activité normale de l'entreprise. La survenance, par exemple, dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle, de l'exportation, avec effectivement une main-d'œuvre particulière au niveau qualitatif et quantitatif, voilà. Des travaux urgents aussi, hein, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir une insuffisance de matériel, des installations, etc. Donc, vous n'êtes pas tenu d'affecter le salarié, par contre, à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité, mais il faut motiver le surcroît d'activité sur, effectivement, par exemple, des variations cycliques de production. Par exemple, voilà, si vous êtes en boulangerie, eh bien, les périodes de fête et les périodes de Pâques, on peut effectivement motiver le fait qu'il y ait une production supplémentaire liée à cette saison de l'année. Attention quand même, je tiens à vous le dire, parce qu'encore une fois, j'ai vu pas mal de contentieux là-dessus, même si je ne vous le souhaite pas. Si vous avez affaire à un licenciement économique dans votre entreprise, il est interdit de conclure un CDD dans les 6 mois suivant le licenciement économique, sauf si le CDD a moins de 3 mois, il n'est pas renouvelé, ou s'il s'agit d'une commande exceptionnelle liée à l'exportation, nécessitant des moyens plus qu'habituels. Mais enfin voilà, c'est vraiment dans des cas spécifiques, parce que si vous faites face à un licenciement économique, vous ne pouvez pas conclure dans les 6 mois, ce qui paraît un petit peu logique, un CDD pour accroissement d'activité. Donc, en cas de contestation, parce qu'il y a des contestations sur ce motif, vous devez prouver la réalité de l'accroissement. C'est au juge d'apprécier au cas par cas le bien fondé de l'embauche, hein, et de voir si permanent de l'entreprise. Donc, il convient, et ça, il convient d'être vraiment vigilant, j'insiste là-dessus, de bien motiver le motif du recours. Combien de fois je vois des contrats où il y a juste noté accroissement temporaire d'activité. Ce n'est vraiment pas suffisant. Hein. Parfois, malheureusement, on est obligé de passer par un peu, excusez-moi l'expression, mais du blabla. Mais clairement, effectivement, il faut dépeindre une activité anormale, une tâche occasionnelle, et ça, c'est très important de le motiver. Hein. Le motif seulement du recours à l'accroissement temporaire d'activité ne suffit pas. Voilà, donc, sinon, il est interdit aussi de conclure un CDD dans des cas de salariés en grève, pour des travaux particulièrement dangereux. Et si vous concluez un CDD pour un motif qui n'est pas prévu par la loi, dans ce cas-là, c'est la requalification en CDI par le juge, et vous êtes soumis à des indemnités qui sont quand même très lourdes. Voilà. Ensuite, il existe, je vais en parler un petit peu, le CDD d'usage et le CDD saisonnier. Alors peut-être que le CDD d'usage, vous êtes peut-être... il y a peut-être des personnes parmi vous qui effectivement peuvent l'utiliser. Donc le CDD d'usage, c'est dans des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou convention, accord collectif, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI. Donc c'est typiquement, c'est les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Donc voilà, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Donc là, c'est un petit peu plus facile, on va dire. Et un CDD pour des emplois saisonniers,
lorsqu'il y a une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il y a les contrats de vendange, hein, par exemple, ces contrats particuliers qui permettent de recruter un salarié pour les préparatifs de vendange. Je pense à ça parce qu'on est en pleine saison, mais voilà, leur réalisation, voilà, les travaux de rangement, nettoyage, etc. En tout cas, pour pouvoir être qualifié de saisonnier, les variations d'activité doivent être régulières, prévisibles et cycliques, ce qui les distingue donc de l'accroissement temporaire d'activité. Hein. Le caractère saisonnier d'un emploi s'apprécie au regard de l'activité de l'employeur et non celle des entreprises clientes. Et c'est pas limité à certains secteurs d'activité, même si ça concerne encore une fois essentiellement l'agriculture, le tourisme, voilà. Donc voilà, et sur les clauses obligatoires du CDD, donc je vais en parler en plus de ces cas de recours. C'est la date de début et de fin de contrat avec qu'il faut mentionner avec une durée maximale. On est sur 18 mois maximum, par exemple, sur surcroît d'activité, et une durée minimale si vous n'avez pas de terme précis à votre contrat. Vous pouvez prévoir une clause de renouvellement, parce que le CDD peut être amené à être prolongé. Donc, ça peut être prolongé 2 fois uniquement, dans la limite maximale, donc par exemple 18 mois pour le CDD. Mais pour que le renouvellement soit possible, il faut le prévoir automatiquement dans une clause du contrat de travail, puisque si vous ne l'avez pas prévu en amont, c'est trop tard. Vous ne pourrez pas prévoir un renouvellement. On a aussi des contentieux. J'ai un contentieux là très récent où effectivement, ça n'a pas été prévu dans le cadre du contrat de travail et le CDD a été renouvelé. Et en fin de compte, voilà, il a été renouvelé, mais sans clause, donc ça veut dire que le contrat, à partir du moment où il se poursuit après son terme prévu dans le contrat, c'est un CDI. Donc, quand l'employeur a voulu mettre fin au contrat de travail qui avait soi-disant été renouvelé et accepté par le salarié lui a répondu, écoutez, non, je ne suis pas en CDD, je suis en CDI. Donc, évidemment, je vous fais un prud'homme pour licenciement abusif. Voilà, donc ça, et puis beaucoup, voilà, ça coûte très cher. En plus, en l'occurrence, le salarié était en accident de travail, donc ce qui a compliqué encore plus la situation. Mais bon, voilà, il faut vraiment faire attention à ça, parce que c'est pareil, je vois beaucoup de contrats sans renouvellement. Alors que c'est une faculté qui est ouverte, donc c'est quand même intéressant de le noter. Et aussi, il faut qu'un avenant soit proposé au salarié avant la fin de son contrat de travail. C'est la deuxième condition, c'est-à-dire qu'il faut prévoir le renouvellement, mais il faut aussi que le salarié accepte ce renouvellement. Il faut aussi parfois respecter un délai de carence, ça aussi, il faut faire attention, puisque lorsqu'un CDD prend fin, il n'est possible d'avoir recours à un nouveau CDD sur le même poste avec le même salarié sans respecter un délai de carence. Donc, la durée du délai de carence, si c'est inférieur à 14 jours, c'est la moitié de la durée du CDD. À partir de 14 jours, on est sur un tiers de la durée du CDD. Sauf si votre convention collective, encore une fois, prévoit des mentions plus favorables pour vous, en tout cas, et peut prévoir effectivement l'absence de tout délai de carence. Voilà, c'est par exemple le cas justement de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Voilà, ça, il n'y a pas de délai de carence, par exemple, pour cette convention collective, et il y en a plusieurs qui autorise la poursuite de CDD sans délai de carence, mais si votre convention collective ne le prévoit pas, ou si vous n'avez pas de convention collective, dans ce cadre-là, il faut le respecter, ce délai avant de le poursuivre. Voilà. Et sinon, c'est la requalification du CDD en CDI, encore une fois. Donc c'est pas terrible. Il faut prévoir aussi la durée de la période d'essai, mais ça, on en a parlé. Du poste occupé, la qualification professionnelle. Donc, si on est dans le cas d'un salarié remplacé, il faut désigner le poste de travail du salarié absent, le montant de la rémunération, qui ne peut pas être inférieur à un poste en CDI. Et sur la rémunération, on peut aussi échanger sur la prime de précarité,
puisque c'est un petit peu la particularité du CDD, puisqu'à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, lorsque les relations de travail ne se poursuivent pas dans le cadre d'un CDI, le salarié a droit à un complément de salaire, c'est une indemnité de fin de contrat destinée à compenser donc la précarité de sa situation. Sauf si effectivement la relation de travail se poursuit en CDI ou si le salarié refuse cette embauche. Mais sinon, vous devez cette prime de précarité dans le cadre des CDD remplacement de salariés absents et CDD surcroît d'activité. Cette prime de précarité, elle n'est pas due par contre pour les emplois saisonniers ou d'usage. Ou lorsque vous employez un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires. Hein. Ça, c'est intéressant puisque effectivement, bon, c'est quand même une certaine somme à débourser. La taxe forfaitaire, il y avait une taxe forfaitaire de 10 € pour les CDD d'usage qui a été supprimée depuis le 1er juillet 2020. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, il faut faire très attention dans le cadre de ce contrat de travail à bien faire signer le salarié dans un délai de 2 jours ouvrables suivant l'embauche. Sinon, encore une fois, il y a des sanctions. Voilà ce que j'avais à vous dire effectivement sur ces contrats de travail. Donc pour conclure, pourquoi être vigilant dans la rédaction du contrat de travail? Voilà, je pense que vous l'avez très bien compris dans mon discours. Il faut faire très attention dans le cadre de la rédaction des contrats parce que c'est ce qui vous lie à votre salarié lors de l'exécution ou même au moment de la rupture. Si vous souhaitez vous prévaloir de certains manquements, comme je vous l'ai dit, au titre de ces obligations contractuelles, la clause d'exclusivité, de confidentialité, l'image de l'entreprise. Voilà, donc il faut vraiment faire très attention. C'est vraiment un outil à votre disposition. En cas d'erreur ou d'omission, les conséquences financières, elles peuvent être quand même assez lourdes pour votre entreprise, notamment dans le cas du CDD, si vous avez omis certaines mentions obligatoires, ça peut être qualifié en CDI à temps complet, pareil pour le temps partiel. Donc la précipitation, vraiment, c'est à bannir lors de l'embauche et d'autant plus lors de la première embauche de son salarié. Il faut faire le point sur les objectifs, les priorités de l'entreprise. En premier lieu, savoir s'il s'agit d'une surcharge temporaire d'activité ou si c'est l'accompagnement de l'entreprise vers son développement pour savoir effectivement si on part sur un CDD ou sur un CDI, la charge de travail. Est-ce que vous avez besoin d'une personne à temps partiel, une personne à temps plein? Vous interrogez aussi sur les missions, votre capacité à déléguer, à manager pour déterminer donc la marge de manœuvre dont disposera le salarié, établir une fiche de poste incluant les missions et les conditions d'exercice très précises, ça c'est important, et puis bien évaluer le coût du salarié, puisque effectivement, automatiquement, une embauche, ça constitue une nouvelle ressource pour l'entreprise, mais ça représente aussi des dépenses qu'il faut bien évaluer. Ça c'est votre expert comptable, généralement, qui s'en occupe, mais notamment en termes de charges sociales, voilà, entre le coût du salarié, ce qui va figurer sur son contrat de travail et le coût réel avec les charges sociales, il y a quand même un delta. Donc voilà, c'est effectivement dans le cadre d'une première embauche, toutes ces questions à se poser. Mais vous devez respecter donc les obligations liées à l'embauche et je vous conseille fortement de faire un contrat de travail écrit pour être sûr donc de ne pas vous tromper, de ne pas omettre certaines informations clause du contrat. Voilà, évidemment l'expertise d'un professionnel en droit du travail est la bienvenue, puisque nous, quand on est saisi trop tardivement, et c'est le cas lorsqu'un contentieux est déjà né, et que malheureusement il n'est plus possible de rectifier les erreurs qui ont pu être commises, parfois voilà, c'est trop tard et vous êtes condamné à des sommes qui peuvent être assez élevées, alors que recourir au service d'un avocat en amont, ça permet d'éviter effectivement une procédure contentieuse ultérieure. Voilà, ça peut quand même s'avérer complexe, la conclusion d'un contrat de travail. On est face quand même à une complexité croissante de la législation sociale. Je vous l'avais vu là, mais c'est le cas tous les jours. On a de la jurisprudence qui tombe, voilà, et qui change un petit peu aussi les données, parfois. Et donc ça, évidemment, vous ne pouvez pas non plus, j'imagine, suivre l'actualité en droit du travail, ce que fait l'avocat, effectivement, et donc voilà, son expérience et son expertise.
permettent effectivement d'éviter ce genre d'erreurs et prendre des décisions plus justes et régulières en conformité avec la législation applicable. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire en bref, parce que voilà, on ne peut pas non plus tout balayer en profondeur, mais je pense que ça vous donne quand même quelques clés dans le cadre l'embauche de salariés, une première embauche ou des embauches ultérieures, les erreurs à éviter pour bien débuter la relation de travail. Eh bien, merci, Madame Gobin, Maître Gobin. Donc, pour ceux qui le souhaitent, comme on est un petit groupe assisté, si vous avez des questions et que vous souhaitez partager, n'hésitez pas, elle pourra y répondre directement. Pour certains, si vous souhaitez avoir du coup, un rendez-vous plutôt individualisé et confidentiel, ça peut être fait à la suite du webinaire. Je peux vous mettre du coup en tant que participant dans une petite salle du coup virtuelle avec Maître Gobin. Donc, n'hésitez pas à vous faire savoir sur le chat ou même à intervenir par micro. Vous pouvez très bien intervenir. Sinon, bah, du coup, ce sera du coup la fin du webinaire si vous ne souhaitez pas intervenir ou avoir une intervention avec Maître Gobin en individuel. Voilà. Vous avez les coordonnées de Maître Gobin et les miennes si vous voulez les noter pour pouvoir la contacter ultérieurement éventuellement, si vous en avez besoin. Pour rappel, il y a 2 permanences assurées par la Maison de la Justice, donc une à Ravesy et une à Lormont pour des questions du coup sur le droit du travail. Donc, c'est une permanence qui est assurée une fois par semaine, donc sur ces 2 sites-là, donc à Ravesy et à Lormont, par la Maison de la Justice, et qui permet de répondre du coup sur des questions et des thématiques précises, du coup sur une question que vous auriez préalablement préparée et destinée à l'avocat. La vidéo du coup sera transmise sur les réseaux sociaux et vous sera aussi envoyée par la voie du coup numérique, je ne sais pas, ou en tout cas le lien de la vidéo sera envoyé sur les adresses mail. Et du coup, Maître Gobin, pour ceux qui le souhaitent, pourra participer son support si vous le souhaitez. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi par mail si vous en avez le besoin. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions, parce que je vois pas, il n'y a pas forcément de visage ou de micro branché, donc n'hésitez pas à vous faire savoir. Je vais regarder. Non, pas de questions apparemment, donc je pense qu'on peut conclure. Donc voilà, donc ça c'était le premier webinaire. Il y aura un deuxième webinaire du coup sur le 14 octobre qui sera assuré avec Pôle emploi et Mission locale en partenariat avec eux sur comment accueillir et intégrer son stagiaire ou son alternant. Donc pour ceux que ça intéresse, de toute façon je transmets les prochaines inscriptions à ce webinaire d'entrée très bientôt. Et ils seront aussi disponibles sur les réseaux sociaux, du coup, ce formulaire d'inscription au prochain webinaire. Voilà. Donc, merci à vous tous. Donc, c'est bon pour tout le monde, je pense. Merci à tous. Puis, merci de votre invitation. Je crois qu'on a une petite question. Comment choisir la convention collective quand on a le choix entre deux, s'il vous plaît? C'est Monsieur Cusson qui la pose. Alors, ça, effectivement, il faut quand même faire, comment dire, moi j'ai l'habitude, quand une entreprise m'interroge sur le choix de la convention collective, de faire un tableau récapitulatif entre les différentes obligations de cette convention. Et ensuite, c'est à vous de choisir. Hein, voilà, vous pouvez choisir suivant s'il y en a deux qui se rapprochent de votre activité. Par rapport aux critères qui sont mis en place, les codes APE, etc., enfin, sans rentrer dans trop de détails. C'est à vous de choisir. Moi, parfois, effectivement, je propose aux entreprises 2, 3 conventions collectives et donc je fais un tableau récapitulatif puisqu'il y a certaines conventions collectives où il faut faire attention, il peut y avoir comment dire, des obligations pour l'entreprise qui peuvent être un petit peu embêtantes. Hein. Par exemple, voilà, je pense à celle que j'ai mis en place là tout récemment dans le commerce alimentaire, où par exemple la pause est rémunérée, des choses comme ça. Donc
Donc, il faut vraiment faire un récapitulatif de toutes ces obligations et voir laquelle vous choisissez. Mais vous avez la possibilité de choisir effectivement entre les deux. Très bien. Bah, je pense que c'est bon. Alors, on n'a pas d'autres connexions et du coup, bah, pas d'autres questions. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat, donc pas d'autres interventions. Bah, merci à tous de votre participation et du coup, vous retrouverez le replay et vous avez les coordonnées. Je remets les coordonnées de de Maître Gobin si vous en avez besoin avant que vous quittiez le chat, quitter le webinaire. Voilà. Donc, merci à tous et du coup, bah, passez une bonne journée et peut-être au prochain Merci webinaire. à vous, merci pour votre invitation. Au revoir. Merci. Au revoir.